questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On passe à Mme May. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les membres du comité. J'espère qu'on pourra examiner un certain nombre de questions essentielles. C'est la question la plus sérieuse dont j'ai été saisi comme député, c'est-à-dire qu'un État étranger a commis des actes criminels en sol canadien, y compris homicide. C'est ce qu'on apprend dans le rapport de la GRC. Monsieur le Président, je vais essayer d'être la plus concise possible. C'est toujours un honneur que le sous-leader du Parti conservateur me traite de certains noms dérogatoires. Le débat hier soir était hyper partisan. Mme Landsman a dit que tous les partis ont eu l'occasion de s'exprimer. J'ai eu l'occasion de poser des questions. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre la parole. Dans le débat d'hier soir, le discours de Ruby Sata était excellent. Il y avait beaucoup plus de partisanerie que ce qui serait approprié pour une question aussi grave comme celle-ci. La GRC présume que le gouvernement indien a coordonné des actes criminels contre des Canadiens en sol canadien. Le débat hier soir était assez tendu, mais je vais essayer de faire la lumière sur certaines choses. Je vais commencer par un commentaire qu'a fait Mme Landsman. C'est important de se souvenir que les mots ont un sens, le respect est important. C'est une question émotive et les Canadiens souhaitent qu'on soit respectueux les uns des autres. Alors, au sujet de notre ancien gouverneur général, le très honorable M. Johnston, Mme Landsman l'a traité d'un ami, d'un partenaire de ski du premier ministre. Quand M. Johnston a été nommé par le gouverneur général, cette décision a été prise par notre ancien premier ministre, le très honorable Stephen Harper. Le processus de nomination pour M. Johnston, et je m'en souviens bien, c'était en 2010, a été bien réputé. M. Harper a nommé un panel spécifique pour nommer le prochain gouverneur général. Je respecte et j'admire M. Johnston. J'estimais que le rôle du rapporteur spécial n'était pas le sien. Il devait démissionner de ce poste-là, mais je tiens à rappeler que j'ai beaucoup de respect pour l'ancien gouverneur général. Il ne devrait pas être appelé, on ne devrait pas le désigner comme un ami de ski. C'est un ancien gouverneur général après tout. Alors, le député de Cowichan Malahat Langford a présenté une motion et il ne fait aucun doute que les chefs des partis d'opposition n'ont jamais auparavant eu le droit ou l'occasion d'obtenir des autorisations de sécurité les plus élevées. Ça n'a été possible que lorsque M. Johnson a déposé son rapport de façon à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'obtenir des informations très secrètes pour qu'on puisse mieux comprendre l'étendue de l'ingérence étrangère dans notre système démocratique. M. Johnston a dit qu'il y a des documents très secrets qu'il avait lus et il estimait que ces documents devraient être disponibles pour les chefs des partis d'opposition s'il leur était possible d'obtenir des autorisations de sécurité très secrètes. J'ai obtenu mon autorisation à l'été de 2023
Et je pense qu'il est important pour tous les chefs de parti de l'obtenir pour qu'on puisse se parler les uns les autres sans s'inquiéter de contrevenir à ce qu'on appelait la loi sur les secrets officiels et qu'on appelle aujourd'hui la loi sur le secret du renseignement. Alors, les mots qu'on utilise sont importants, le respect est important. Mme Landsman a dénigré notre ancien gouverneur général. Elle a toutefois fait les louanges de M. Mulcair. En 2005, la Cour du Québec a déterminé, et c'était difficile de lire la décision de M. le juge Denis. Je suis sûr que M. Mulcair aurait préféré ne pas diffamer un ancien membre du Parti québécois, M. Duhem. M. le juge Denis a déterminé que M. Mulcair a utilisé un langage malicieux, imprudent, diffamatoire. Il a utilisé un éventail d'adjectifs. Les contribuables du Québec ont payé la facture de 95 000 pour cette affaire judiciaire. Maintenant, passons à autre chose. Les mots qu'on utilise ont leur importance. Mme Dancho a fait des commentaires tout à l'heure. C'est la députée de Kildonan-St. Paul's. Je voudrais faire un bref préambule. Dans le cours de ce débat, c'est facile d'utiliser un langage qui est imprécis. On parle de recevoir des briefings ou de prêter serment. Moi, je préfère dire que quand on a une autorisation de sécurité très secrète, on a accès à des documents très secrets soi-même. Est-ce qu'on est muselé à partir de là? Non. On peut y réfléchir, on peut échanger des idées. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mme Dancho s'exprimait en faisant appel à sa mémoire. Vous ne vous souviendrez pas de ce que j'ai dit en conférence de presse il y a de cela des mois. Je sais que vous avez fait de votre mieux pour vous rappeler de ce que j'ai dit, mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à ce qui est arrivé au Parlement. Alors, parlons du rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et l'ingérence étrangère. Nous savons, grâce à ce rapport-là du Comité des parlementaires, j'ai lu la version non caviardée, la version secrète. Nous savons, grâce à ce rapport, que selon les mots des parlementaires, il y a eu une participation consciente et semi-consciente de la part de députés en exercice. Ça s'est traduit par beaucoup de spéculation. On s'est demandé à partir de là s'il y avait des traîtres parmi nous. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je pense que l'ingérence étrangère, c'est inquiétant. On y accorde beaucoup d'attention et c'est pour ça que j'encourage M. Poilievre à obtenir son autorisation de sécurité parce qu'on a besoin de présenter un front uni, nous, les parlementaires. Il faut accorder la priorité à la nation et dire que tout État étranger, que tout acteur étatique ou non étatique, quiconque peut s'ingérer dans la démocratie canadienne ou pire, commettre des actes criminels en sol canadien, doivent comprendre que nous présentons un front uni, qu'il n'y a pas de place pour l'ingérence étrangère dans notre pays. Il faut qu'on se serre les coudes, qu'on cerne les vulnérabilités, les courses à l'investiture et les courses à la direction. Mais pour revenir à ce que dit Mme Dancho, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Ce que j'ai dit, je tiens à le répéter pour que ce soit clair, pour qu'on ne m'accuse pas de changer mon histoire. Je ne suis pas muselé.
Je suis consciente que je peux parler de ce que j'ai lu à condition de ne pas violer la loi sur les informations et les renseignements. On peut être mis derrière les barreaux pour une violation à cette loi-là. L'information dont on a connaissance n'a pas toujours les mêmes risques pour nos services de renseignement. Nous faisons partie du groupe des 5 et je ne voudrais pas que notre renseignement soit considéré comme étant laxiste de façon à ce que les autres partenaires ne veuillent pas communiquer de l'information avec nous. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec la constatation de M. Johnston, notre ancien gouverneur général, qu'il est inacceptable que quiconque dans les services de renseignement communique des informations très secrètes, confidentielles avec des journalistes. Cela veut dire que nos services de renseignement seront moins dignes de confiance pour les autres pays du groupe des 5. Je pense que le rapporteur spécial avait tout à fait raison et c'est pas que je cherche à museler quelqu'un ou que je cherche à faire avancer des intérêts partisans. Il faut toutefois veiller à ce que ceux qui ont cette information, et le Globe and Mail a une très bonne réputation, mais Robert Fife ne peut être en contact direct avec des agents du SCRS. Là, on vient tout juste d'en apprendre sur le Washington Post. Je vais en parler dans quelques instants. Il faudrait y faire enquête. Il n'est pas question de muser qui que ce soit. Il est question de parlementaires qui ont prêté serment de loyauté au Canada, y compris la Constitution du Canada et les lois canadiennes. On ne contourne pas ces lois-là. On ne contourne pas la loi sur la sécurité de l'information. Quand on s'assoit pour lire un document très secret, on n'a pas le droit de prendre des notes, on n'a pas le droit d'avoir des appareils électroniques avec soi. Il faut se fier à sa propre capacité d'évaluer de l'information, de lire et de se souvenir de ce qu'on a lu. Alors, quand j'ai lu des documents très secrets, la version non caviardée du rapport du comité des parlementaires, y compris des députés du Parti libéral, du NPD, des conservateurs, du Bloc, ainsi que des sénateurs indépendants. C'est eux qui ont siégé à ce comité des parlementaires présidé par David McGuinty. Encore une fois, je n'avais pas de stylo, pas de téléphone portable, pas d'appareil électronique. Il faut tout verrouiller à l'extérieur de la salle. La salle n'a pas de fenêtre pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'on est en train de lire. J'avais pas de personnel, aucun de mon personnel. Le bureau du conseiller privé avait quelqu'un qui était là pour garder un œil sur moi pendant que je lisais. La seule chose que je pouvais avoir sur moi, c'était la version caviardée et publique du rapport du comité pour que je puisse comparer à tour de rôle. La version caviardée nous dit qu'ici, à la page 32, paragraphe 72, une suppression a été faite au sujet des allégations au sujet du gouvernement indien dans la course à la direction du Parti conservateur. OK? Alors, je vais voir la version non caviardée. J'estimais qu'il m'incombait, dans la mesure où c'était légal de le faire, de ne pas être muselé. Bien au contraire. Je devais être certaine que je n'exposais pas nos ressources du renseignement en péril. J'ai cherché à vérifier qu'il était acceptable de dire qu'ayant lu ce rapport, qu'il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de preuves selon lesquelles des députés en exercice font un effort délibéré pour trahir le Canada dans l'intérêt d'un autre pays. Que personne
ici n'est un traître. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète. S'il y a un député passé qui a commis des actes malicieux, il faudrait faire une enquête. Mais il y a une distinction à faire entre le renseignement et les éléments de preuve. En ce sens qu'on peut avoir quelqu'un dans le renseignement qui nous dit on a entendu telle ou telle chose, mais ces telle ou telle chose ne deviennent pas des éléments de preuve, à moins que ce soit présenté en cours, que ça fasse l'objet de recherche. Mais les agents des services de renseignement m'ont très clairement dit que si vous dites telle partie du rapport publiquement, ça peut avoir l'air anodin pour vous, mais ne le dites pas parce que ça pourrait mettre en péril nos actifs du renseignement. Cette personne pourrait être tuée. Alors, j'ai fait bien attention de ne pas violer la loi sur la sécurité du renseignement. Ça ne veut pas dire que je suis muselé. Et c'est pour ça que j'encourage le chef de l'opposition à demander, on ne l'obtient pas de plein droit, mais je l'encourage à obtenir cette code de sécurité avec pour objectif que tous les chefs de parti, nous sommes des Canadiens, nous sommes des individus, nous sommes des chefs de parti. Ensuite, ce serait bien qu'on ait tous des codes de sécurité très secrètes et qu'on puisse se rencontrer dans l'une de ces pièces sans fenêtre qu'avec ceux qui ont des codes de sécurité eux aussi, on puisse, à partir de là, avoir une discussion franche sur ce qu'on devrait faire pour montrer au monde que nous avons un front uni et que nous refusons l'ingérence étrangère au Canada. Des allégations très sérieuses ont été faites par la GRC. Ils ont découvert un réseau criminel qui est au service d'un gouvernement étranger et qui menace et qui sont déjà l'objet d'homicides au Canada. Ça fait l'objet d'une enquête de la GRC. Le fait que cela fasse partie désormais d'un débat partisan, c'est très malheureux. C'est la faute de M. Poilievre. Il est le seul à pouvoir demander une autorisation top secrète. Et entre-temps, on va se renvoyer la balle. Je sais que les conservateurs vont penser que mes observations sont partisanes, mais sachez que j'essaie d'être honnête. Et je vous implore de ceci, il faudrait que les membres du caucus de M. Poilievre fassent en sorte qu'il demande d'obtenir sa cote de sécurité. Je lui ai écrit au mois de juin, je lui ai demandé de le faire. Il n'a pas encore répondu à ma lettre. Bon, soit, je sais qu'il est occupé, mais il est essentiel que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse s'atteler à cette question. J'aimerais aussi vous dire que j'appuie pleinement la motion dont nous sommes saisis. Je voterais en faveur si j'étais membre de ce comité. À mon avis, il faudrait mettre sur pied un comité spécial Canada-Inde et j'aimerais demander les membres de ce comité d'exhorter leurs collègues à faire en sorte que notre parti puisse être un membre permanent de ce comité-là. On travaille d'arrache-pied, on essaie d'être présent. J'étais ravie hier à minuit moins une lorsque le porte-parole des Affaires étrangères du parti NPD, la députée de Strathcona, a dit qu'elle appuierait la présence permanente du Parti vert à ce comité-là. Je n'ai pas pu voir qui avait refusé cette motion de consentement unanime. Je ne peux pas vous en parler parce que je n'étais pas présente, mais j'aimerais juste vous dire, si vous avez refusé le tout, j'aimerais vous dire qu'il faudrait rédiger cette motion de nouveau pour que un député du Parti vert puisse siéger à ce comité. Enfin, j'aimerais parler des allégations. On a commencé ce matin en parlant d'allégations
On a parlé des allégations qui seraient dans le Globe and Mail, dans l'article qui est paru aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée selon laquelle Nathalie Drouin ou le sous-ministre des Affaires mondiales, eh bien, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée selon laquelle ils auraient partagé de l'information avec le Washington Post avant que les Canadiens ne soient dotés de ces renseignements. Je dois vous dire que je sais qu'il y a des représentants pour la conseillère en sécurité nationale et d'autres ont réfuté le fait qu'elles auraient donné des informations au Washington Post. Il faut voir que cela a eu lieu quelques jours après la conférence de presse de la GRC du 14 octobre. C'était le 18 octobre. Et je sais que Mme Drouin m'a donné une séance d'information. Le nouveau chef du SRS, M. Rogers, m'a aussi donné une séance d'information le 16 octobre. Le 16 octobre, j'ai demandé si le leader de l'opposition officielle avait reçu une séance d'information. Ils m'ont répondu que oui, mais ils ne pouvaient pas lui faire part d'autant de détails que moi, j'avais reçu parce qu'il n'y avait pas sa cote de sécurité. Alors, de nouveau, je réitère le fait que j'appuie cette motion. J'appuie la motion d'Alistair McGregor. Je pense qu'il est fondamental qu'on encourage tous et toutes M. Poilievre à obtenir sa cote de sécurité top secret, parce que sinon, on va se demander à quel point il y avait de l'ingérence étrangère dans la course à l'investiture du chef du Parti conservateur. Et j'espère que quand on reviendra à débattre de cette motion, j'espère qu'on va pouvoir avoir une étude de taille au comité. Il y a un bon nombre de personnes que j'ai déjà mentionnées qui seront des témoins au comité. Il faudrait vraiment parler de cette allégation selon laquelle une personne qui a une cote de sécurité et qui aurait envoyé des informations à un journaliste. Il faut enquêter là-dessus. En tant que pays, on ne peut pas être respecté ailleurs dans le monde si on prend des renseignements, on collecte des renseignements d'autres pays et ils doivent savoir que les renseignements top secrets qui sont obtenus par le biais d'agents de sécurité partout dans le monde, il faut protéger ce travail-là parce que sinon, on risque de ne plus obtenir des renseignements clés alors qu'on en a besoin. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus grave que ça. Bien entendu, je pense que le changement climatique, c'est un danger imminent. Mais quand on parle de nos obligations à titre de parlementaire, nous devons veiller à ce que les lois canadiennes soient respectées. Cela comprend la protection de la loi sur la protection des renseignements. Je me sens pas muselée, je me sens frustrée, je me sens pas comme ce que vous avez dit. En fait, je suis plutôt honorée, je me sens honorée de jouer un rôle qui est important pour les Canadiens et Canadiennes. Je peux dire de quoi je peux parler, de quoi je ne peux pas parler et pourquoi. Et les raisons évoquées par M. Poilievre jusqu'à présent n'ont pas fait en sorte que M. Fadden ou M. Works, eh bien, tout cela n'est pas logique. C'est pas logique de ne pas demander sa cote de sécurité. On a eu cette occasion grâce au rapport de M. Johnston. Et c'est maintenant une obligation pour M. Poilievre d'obtenir sa cote de sécurité. Ce n'est pas un choix. Il se doit de le faire. On doit faire front commun en ce qui a trait au fait que nous sommes des chefs politiques et les Canadiens doivent faire front commun. On doit mettre un terme à l'ingérence étrangère dans les processus électoraux, mais aussi dans la vie quotidienne des Canadiens qui ne doivent pas être assujettis à de l'extorsion ou à d'autres risques de violence physique, notamment à même la mort. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame May. Alors, écoutez, nous avons dépassé